Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons coudre ensemble le modèle Palerme, disponible pour les petites filles du 6 mois aux 4 ans. Il s'agit d'un patron de blouse ou de robe. Nous vous proposons deux longueurs de manches, des manches courtes ou des manches longues avec des poignets élastiqués par une bande de smoke. La particularité de ce modèle est qu'il propose un buste avec un plastron qui, sur le devant, intègre une ouverture boutonnée sur le côté. Le buste devant et le buste dos sont prévus dans un coloris ou un tissu différent. Évidemment, vous pouvez imaginer la blouse ou la robe dans un seul tissu, en faisant donc le buste dans le même tissu que le reste du vêtement. Vous l'avez compris, ce patron est déclinable et s'adapte à tous les styles et à toutes les saisons. Au niveau des finitions, Ikati a choisi de les soigner. Le buste est entièrement doublé et les dessous de manches ainsi que les coutures côtés sont assemblées en couture anglaise qui enferme elle-même les marges de couture entre les épaisseurs. Avec ce patron, vous apprendrez à coudre des panneaux doublés, à assembler une patte cachée, à réaliser des fronces, à smoker des poignets, et enfin à faire des coutures anglaises. Le niveau de couture est plutôt intermédiaire du fait du montage du plastron. La version manche longue avec les bandes élastiques à smoker est un peu plus difficile. Il s'adresse donc plutôt aux couturières d'un niveau intermédiaire. Pour les plus débutantes, je vous conseille de commencer avec la version manche courte. Pour coudre Palerme, nous vous conseillons d'opter pour des cotonnades de type popeline, gaze de coton, chambray, plumetis ou encore des broderies anglaises. Vous pouvez évidemment choisir des unis ou des imprimés ou encore des rayés et vous pouvez vous prêter au jeu des couleurs et des contrastes. Pour des versions encore plus fantaisie, vous pourriez également opter pour des lins légers, une viscose qui sera plus fluide, une flanelle ou encore un velours minerai fin. Enfin, Palerme peut également se coudre dans de la maille type jersey ou French terry, qui est un sweat léger et non gratté sur l'envers. Vous aurez alors une blouse ou une robe un peu plus casual ou un peu plus sportswear. Dans ce cas, nous ne ferons pas de couture anglaise au niveau des coutures côtés, mais des coutures classiques, car les coutures anglaises ne sont pas adaptées à la maille. De même, les tissus type flanelle ou velours minerai, même fin, ne permettront pas les coutures anglaises, car vous auriez trop d'épaisseur. On préférera alors les coutures classiques. Pour toutes les versions, il vous faudra de petits ciseaux, des épingles, du fil coordonné, une aiguille pour les finitions à la main, des aiguilles adaptées à vos matières, c'est-à-dire des aiguilles universelles par exemple pour les cotonnades et les lins, des aiguilles microtex plutôt pour les viscoses, ou des aiguilles à jersey pour les mailles. Il vous faudra également une bande d'entoilage fin thermocollant pour la patte de boutonnage et pour finir, 3 boutons de 10 à 15 mm de large en moyenne. Pour la version manche longue, il vous faudra également une bande d'élastique à smoke de 20 à 35 mm de large environ, qu'il faudra coudre au niveau des poignets. Alors ces bandes, elles se trouvent facilement en mercerie ou sur les merceries en ligne. Concernant les machines à utiliser, l'utilisation d'une surjeteuse n'est absolument pas indispensable. Si vous en avez une, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour surjeter les lisières. Les coutures d'assemblage se font plutôt à la machine à coudre classique. Si vous n'avez qu'une machine à coudre, pas de souci, vous ferez les surjets en lisière de tissu au point zigzag et les coutures d'assemblage au point droit ou au point stretch pour la maille. Et évidemment, on utilisera un point zigzag pour surfiler les lisières. Avant de nous lancer dans la couture du patron, je vous propose de faire un petit tour des différentes versions que l'on a cousues à l'atelier. Alors on a d'abord cette version d'une robe d'été qui est manche courte, en chambrée rayée,
avec le buste en chambray uni et des boutons simples. Nous avons également cette blouse manche courte en tissu carreau. J'ai utilisé ici le même tissu, mais j'ai choisi de couper le tissu dans le biais uniquement pour le buste, afin de créer un contraste et de faire ressortir le buste, tout en gardant le même tissu. C'est une façon intéressante et très graphique de travailler les carreaux ou les rayures. Et j'ai ici mis des boutons simples en résine. Voici par ailleurs une autre blouse, manche longue cette fois, qui est faite dans un seul tissu, le tissu Stardust d'Atelier Brunette. Alors là, évidemment, on a un style qui est différent, qui est très chic. Les poignets sont smokés et j'ai utilisé des boutons métalliques pour rappeler les petits points brodés hors de la matière. Enfin, nous avons cette version plus colorée en maille. J'ai pris un French Terry, là aussi de la marque Atelier Brunette, avec un buste en French Terry uni. Les coutures côtés sont alors réduites et simplement surjetées ou surfilées. Vous voyez, les poignets peuvent aussi être smokés sur du French Terry. Il faut alors bien piquer à la fin des ourlets en bas de manche avec des points glissés à la main pour éviter une ligne de piqûre machine qui ferait légèrement gondoler votre ourlet et alourdirait surtout le bas des manches. Enfin, j'ai choisi des boutons cuivrés pour jouer avec les touches de couleur du motif. Cette pièce nous propose donc un look beaucoup plus casual que les versions précédentes. On pourrait imaginer d'utiliser un jersey pour faire une chemise de nuit élégante aussi. Alors on a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe de votre tuto et dans le sens du droit fil indiqué. On a coupé et on a relevé les informations et les repères. On a entoilé sur l'envers la moitié de la sous-patte de boutonnage, la pièce numéro 4, hors marge de couture, ainsi que le buste devant, c'est la partie en tissu extérieur, la pièce 1A, sur 2 cm de large, hors marge de couture, comme ceci. On a enfin surjeté ou surfilé au point zigzag les lisières des pièces comme indiqué sur le schéma du tuto. Je vous montre les lisières. Les hauts des 2 jupes, le haut des manches, le bas des bustes devant et dos, ainsi que leur doublure. Les découpes côté devant et dos, la patte ou sous-patte, dépend comment on l'appelle, que l'on va bien surfiler tout le tour. Et il est à noter que certaines lisières ne sont pas à surfiler car elles seront prises entre les épaisseurs et donc non visibles. Et je vous montre aussi la version maille avec les lisières qu'il faudra surfiler. Pour le montage du buste, je vais vous montrer d'abord sur la blouse en chambray. Le montage du buste se fait de la même façon pour toutes les versions et pour toutes les matières. On va placer endroit contre endroit une pièce de la découpe côté, 1B, et une pièce de la découpe dos, 2B, les deux étant en tissu principal. Et on va aligner les lisières épaules. On épingle et ensuite on piquera au point droit à 7 mm ou au point stretch pour de la maille. Alors on a piqué les deux versions, on va maintenant ouvrir les marges de couture à l'ongle ou au fer à repasser. On va ensuite répéter ces opérations sur les 2 autres pièces découpe côté devant et dos, en symétrie, ce que j'ai déjà fait de mon côté ici. On va maintenant placer endroit contre endroit une pièce du buste devant 1A et une pièce du buste dos 2A qui sont en tissu 2, donc le tissu contrastant. Et là, on parle bien de la partie du vêtement qui sera à l'extérieur, pas la doublure. On va aligner les lisières épaules de l'épaule droite lorsque le tissu est porté et on va épingler ensemble et on piquera à 7 mm. Alors voilà, on a piqué et on va ouvrir les marges de couture à l'ongle ou au fer à repasser.
Ensuite, on va répéter l'opération avec les pièces doublures qui sont également dans le tissu contrastant, le tissu numéro 2. En épinglant et en piquant, cette fois-ci, les pôles opposés. On ouvrira également les marges de couture à l'ongle ou au fer après avoir piqué. Les 2 bustes en tissu extérieur et en doublure sont prêts dans les 2 versions. On va maintenant s'occuper de la patte de boutonnage, la patte qui est en dessous. On va plier en 2, envers contre envers, la patte numéro 4, et on va repasser. On place endroit contre endroit la pièce de la patte le long du buste dos, qui est bien la partie en tissu extérieur, du côté de l'épaule non cousue, au devant. On va aligner les lisières côté à vif ensemble, puis les lisières épaules. Alors, petite précision, la patte arrive à 7 mm du bord de l'encolure, c'est tout à fait normal. On va alors épingler à l'épaule et piquer à l'épaule, uniquement au niveau de l'épaule, à 7 mm. Une fois piqué, on va ouvrir les marges de couture à l'ongle ou au fer. Enfin, on va rabattre la patte en ouvrant le travail endroit visible. On va placer endroit contre endroit la découpe côté formée des pièces 1B plus 2B. Le dos aligné sur le buste dos et le devant sur la sous-patte en calant les repères dos et devant et les coutures épaules. On va épingler les lisières et on piquera à 7 mm. Ça y est, c'est piqué. On va répéter en symétrie avec l'autre côté, qui est composé également des pièces 1B et 2B, mais en symétrie, et avec le côté évidemment opposé du buste extérieur. On cale bien les repères, on épingle, et on va piquer. Voilà, c'est fait. Une fois piqué, on va coucher au fer à repasser les marges de couture sous le buste. On va déplier la découpe côté droit au porté, endroit visible. Puis on rabat au contraire la patte et la découpe devant, que l'on va aligner endroit contre endroit avec le dos comme ceci. Je vais devoir cranter dans la marge, comme je vous le montre ici, sans couper la couture pour permettre ensuite un montage simple. Sur la doublure buste, on a marqué au fer des rentrées de 7 mm sur les côtés, ainsi. On va placer endroit contre endroit la doublure du buste et le buste extérieur. On va épingler tout le long du buste devant gauche, de l'encolure et de l'épaule, et on piquera tout le long à 7 mm. Le rentré de la doublure doit être vraiment marqué et pris dans la couture au niveau de la doublure épaule. C'est piqué, alors en option, on peut cranter dans l'encolure tous les 2 cm environ.
et on va dégarnir les angles comme ici. On va maintenant réaliser une sous-piqûre. Alors pour cela, on va écarter la doublure du buste, on va coucher les marges de couture sous la doublure, que l'on va maintenir avec les doigts, et on piquera à 2 mm du bord, les marges de la couture et la doublure ensemble. On ne peut pas coudre dans les angles, au niveau de l'épaule devant ou dos. On va s'arrêter juste avant et on redémarrera la piqûre après les angles. Cette sous-piqûre va nous permettre de maintenir la doublure bien en place et surtout d'éviter qu'elle ne se voie en bordure. Cette sous-piqûre va se faire pour les versions mailles également. Voilà le résultat de la sous-piqûre sur la version en chambray. On va maintenant retourner la doublure et le buste envers contre envers, et donc cela signifie endroit visible, et on va bien repasser. Il nous reste à cranter dans la marge de couture du buste dos pour pouvoir rabattre la marge de couture sous la doublure. Là, il faut être très précis, vous le sentirez, vous verrez, à un moment, vous ne pouvez pas rentrer votre doublure, la marge, donc vous allez devoir cranter ici. Cela donc se fait avec précision. Pour fermer la doublure, on va coucher donc toutes les marges de couture entre les épaisseurs au niveau du buste. Le long des découpes 1B et 2B, entre la doublure et le buste, sur les côtés. Avec les rentrées faites le long des côtés, on va bien épingler la doublure en recouvrant les marges de couture du buste et des découpes côtés. Enfin, on va piquer. On peut le faire à la machine à coudre classique, au point droit, et je recommande alors de bâtir avant avec de grands points pour pouvoir piquer sur l'endroit ensuite. Sinon, je préfère piquer à la main avec des points glissés pour fermer cette doublure. Ce que je vais faire ici. Cela permet vraiment des finitions impeccables avec des points qui sont quasiment invisibles. On pique d'abord dans la couture de la doublure, en commençant par l'envers pour coincer le nœud. On ressort l'aiguille dans le pli du rentré et on va piquer exactement en face dans la lisière du buste extérieur en ne piquant qu'une petite partie de l'épaisseur. Donc on va prendre un fil où on va piquer dans l'épaisseur du tissu pour de la maille pour que le point ne se voit pas sur l'endroit. Ensuite, on va décaler le point suivant dans le pli de la doublure et ainsi de suite. On continue tout le long. Vous voyez, on ne voit pas les points sur l'endroit. Comme c'est un travail qui prend un peu de temps,
je vais continuer de mon côté et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Voilà, je vous montre ici le résultat pour les deux versions, la version tissée en chambray et la version en maille. Dans les deux cas, j'ai fermé la doublure par des points glissés pour que la piqûre soit quasi invisible sur l'endroit, ce qui fait des finitions plus soignées à mon avis. On va d'abord s'occuper des versions manches longues pour réaliser les poignets smokés. En préambule, on va réduire la marge d'ourlet à 2 cm pour la maille uniquement, au lieu des 2,5 cm normalement. On va préformer les ourlets offerts avec, en maille, un unique rentré de 2 cm, mais sur du tissé, on le fera un double rentré, un rentré d'abord de 1 cm et un second de 1,5 cm, ce que je vous montre ici sur une manche longue en tissé, avec un ourlet qui sera donc double. Je vais en parallèle maintenant vous montrer le montage des manches longues sur une maille ou sur un tissé. On va maintenant smoker les poignets. Je vais prendre un élastique fronceur ou élastique à smoke de 20 mm de large environ pour la version en robe, la version en maille surtout, car je souhaite un poignet avec peu de bandes de smoke. Évidemment, on pourrait prendre une bande plus large, ce que je vais vous montrer sur une manche en tissé, qui est faite en plus avec une bande de 35 mm de large. On va d'abord couper un élastique fronceur par poignet. Je vous invite à vous reporter au tableau de mesure du tutoriel qui existe en centimètres ou en inches pour les Anglais. Moi, je réalise mes produits en 2 ans, donc je vais couper 2 bandes de 15 cm chacune par vêtement. Je vais d'abord vous montrer le montage de la manche longue sur une version maille en French Terry, mais à part pour l'ourlet qui est à réduire sur la version maille, cela se ferait exactement de la même façon sur du tissé. Sur l'envers de la manche longue, je vais marquer le milieu de cette bande d'élastique, ainsi que le milieu du poignet par une épingle ou par une marque au stylo spécial textile. On va prendre la partie la moins douce au toucher, que l'on va mettre contre l'envers du tissu. Je ne sais pas si vous voyez là, mais en tout cas vous le sentirez au doigt. C'est très net, il y a une partie un peu plus rigueuse qui ira contre le tissu et la partie la plus douce contre le poignet de l'enfant. Je vais épingler les extrémités de cette bande au poignet à 4,5 cm du bas de la manche pour laisser la place à la finition de l'ourlet en fin d'ouvrage. Et je vais surtout démarrer à 1 cm de chaque lisière côté. Ainsi, on n'aura pas trop d'épaisseur au niveau des coutures, mais l'élastique sera bien pris dans les coutures côté. On va faire correspondre le milieu de l'élastique et le milieu du poignet, puis on va épingler à travers les épaisseurs. On va ajouter quelques épingles tout en étirant la bande élastiquée d'une main, comme ceci. On piquera ensuite en premier lieu les extrémités de l'élastique fronceur. On va piquer ensemble une extrémité, ensuite on va enlever l'épingle et je vais maintenant vous montrer une astuce en vidéo. Cela n'est pas vraiment nécessaire, mais cela va vous aider à étirer le poignet facilement. En option, on va placer un petit rectangle de tissu, une chute du même tissu que la manche ou un autre tissu comme ici.
On va donc placer ce petit rectangle à l'extrémité, dans la marge de couture et le piquer dans la marge. Ce rectangle, il va nous aider en fait à étirer le poignet lors de la piqûre de la bande à smoke. Et on l'appellera le rectangle de maintien. On va maintenir fermement de la main gauche le rectangle de maintien. La main droite va, elle, tenir l'autre extrémité du poignet devant le pied presseur. On étire la bande pour qu'elle soit de même longueur que le poignet. Personnellement, je vais démarrer la première ligne de piqûre au milieu de la bande à smoke. Je vais commencer par un point d'arrêt dans la marge et ensuite on va piquer au point droit. Même pour la maille, tout le long de la bande en l'étirant au fur et à mesure que l'on progresse d'une épingle à l'autre. La piqûre se fait bien entre deux lignes d'élastique. Je vous invite à faire un point d'arrêt en début et en fin de ligne de piqûre. L'astuce, c'est vraiment de tenir fermement le travail avec la même tension, avec une main devant et une main derrière le pied presseur. La piqûre au point droit pour la maille ne pose vraiment aucun souci sur la bande à smoke, qui elle va maintenir le niveau d'élasticité nécessaire au poignet, sans avoir besoin d'en rajouter avec la piqûre. Donc, on fait tout au point droit. On va progresser lentement pour faire des piqûres régulières. Une fois la première piqûre finie, on va faire un point d'arrêt et on va pouvoir retirer toutes les épingles. On va poursuivre ainsi de suite, ligne de piqûre après l'autre, en les faisant bien parallèles et toujours sans piquer sur les élastiques à smoke. Alors pour ma part, je vais ensuite piquer les lignes sur les lisières, puis je ferai les piqûres des lignes intermédiaires entre les lisières et le centre de la bande à smoke. Les smokes vont se former ainsi au fur et à mesure des lignes de piqûre. Plus l'attention à l'étirement est régulière et plus votre piqûre et donc vos fronces seront régulières. C'est un peu long, mais le résultat est bluffant. Vous voyez, le point droit ne pose aucun souci sur la maille. Une fois qu'on a terminé, on va répéter tout ça sur l'autre manche en symétrie. On va bien sûr bien nettoyer son travail en coupant tous les petits fils qui restent aux extrémités et en coupant à ras le rectangle de maintien qui n'a maintenant plus d'utilité. Juste pour mieux visualiser, je vous montre aussi le résultat sur une manche longue que j'ai faite en tissé, en sus, avec un élastique à smoke plus large. Et j'ai bien sûr piqué au point droit toutes mes lignes. On va assembler maintenant la manche au buste. Je vous montre d'abord pour la maille. On va aligner endroit contre endroit la tête de manche à l'emmanchure. On va caler les repères aussi. Pas besoin de mettre de fil de fronce ici, car même si vous avez un léger embut en tête de manche, celui-ci va se résorber simplement au bout des doigts, en travaillant du bout des doigts en tout cas, avec des matières extensibles et donc pas mal d'épingles de maintien. Donc on épingle tout le long de l'emmanchure et ensuite on piquera à 7 mm au point stretch. C'est piqué. On va maintenant répéter sur l'autre manche en symétrie. Les ourlets seront piqués en toute fin d'ouvrage et donc on va laisser le travail en attente. Pour assembler la manche en matière tissée,
On va en préambule piquer à la main une ligne de fronce avec de grands points entre les repères de la tête de manche devant et dos. Alors pour faire ces points, on ne va pas faire de point d'arrêt, ni en début, ni en fin de piqûre. Moi, je les fais toujours dans une couleur contrastante pour bien les repérer, mais vous pouvez de votre côté les faire dans le même coloris que les piqûres. Cela peut vous éviter ensuite de devoir les enlever. On va aligner endroit contre endroit la tête de manche à l'emmanchure en faisant coïncider les repères devant et dos. L'emmanchure va se déformer un peu. Je vais ensuite réduire l'éventuel embut, qui est un excès de matière sur la tête de manche, en tirant légèrement sur le fil de fronce pour que la tête de manche s'aligne parfaitement avec l'emmanchure. Et on va épingler. On pourrait aussi juste répartir et réduire l'embut simplement en travaillant les lisières du bout des doigts. Ainsi, je vous montre. Et en plaçant beaucoup d'épingles, le résultat serait le même. Une fois qu'on a bien tout réparti donc toutes les fronces, on piquera ensuite à 7 mm en privilégiant d'avoir la partie froncée visible lors de la piqûre, pour éviter que de petits plis ne se forment sous le pied presseur. Quand vous avez piqué, vous répéterez en symétrie sur l'autre manche. Pour les versions manches courtes, en préambule, si vous avez choisi une matière en maille, jersey ou French terry, on va réduire la marge d'ourlet à 2 cm en maille au lieu de 2,5 cm normalement. Je vous montre avec une manche en French terry. On va ensuite préformer un rentré au fer de 2 cm en maille. Pour la maille, on va aligner endroit contre endroit la tête de manche à l'emmanchure en faisant coïncider les repères devant et dos. L'emmanchure va se déformer un peu. Pas besoin de mettre de fil de fronce, car l'embut se résorbe simplement du bout des doigts avec des matières extensibles et quelques épingles de maintien. On piquera ensuite à 7 mm du bord. Quand vous avez piqué, vous répéterez en symétrie sur l'autre manche. Pour la version manche courte en tissé, on ne réduit pas l'ourlet. On va juste préformer les ourlets au fer avec d'abord un rentré de 0,5 cm, puis un second de 2 cm en tissé. On va piquer à la main un fil de fronce avec de grands points entre les repères de la tête de manche devant et dos. Moi, je l'ai fait en utilisant un fil contrastant pour bien le repérer. On va aligner endroit contre endroit la tête de manche à l'emmanchure en faisant coïncider les repères devant et dos. L'emmanchure va se déformer un peu.
On va réduire l'éventuel embut, cet excès de matière sur la tête de manche, en tirant légèrement sur le fil de fronce pour que la tête de manche s'aligne parfaitement avec l'emmanchure. Et on va épingler soigneusement. On pourrait aussi juste répartir et réduire l'embut simplement en travaillant les lisières du bout des doigts ainsi, et en plaçant beaucoup d'épingles. Le résultat serait le même. Une fois qu'on a fini d'épingler, on va piquer à 7 mm en privilégiant la partie froncée visible lors de la piqûre pour éviter que de petits plis ne se forment sous le pied presseur lors de la piqûre. Ça y est, c'est piqué. On peut maintenant enlever avec un découvite le fil de fronce. Ou simplement, on peut tirer sur l'extrémité du fil. Vous voyez, il n'y a pas de fronce visible sur l'endroit. L'embut a été résorbé. On peut répéter sur l'autre manche en symétrie. Il est à noter que les ourlets seront piqués en toute fin d'ouvrage, donc on va laisser le travail en attente. Voici le résultat du montage des manches. On va maintenant froncer puis assembler les jupes au buste devant et dos. Ceci se fait exactement de la même façon pour les versions en maille ou en tissé. En préambule, on va superposer le buste devant au-dessus de la soupate, la pièce numéro 4. On épingle en bas à travers les épaisseurs et on piquera dans la marge de couture pour maintenir en place. Voilà, c'est piqué. Maintenant, on vient aussi de piquer dans la marge de couture en haut des jupes devant et dos, les pièces numéro 3, 2 lignes de fronce parallèles avec des points longs, sans point d'arrêt en début ni en fin de piqûre. On démarre en général les lignes de fronce à 2 cm des lisières côtés, pour ne pas piquer au niveau des marges pour les coutures anglaises à venir sur les côtés de votre blouse. Alors il y a une autre technique pour avoir des fils de fronce si vous avez une surjeteuse. On va simplement réaliser un surjet 4 fils en début d'ouvrage en haut de chaque jupe. On utilisera alors les fils d'aiguille pour froncer la pièce en tirant dessus lors du fronçage. C'est très pratique et c'est surtout très rapide. On va diviser en 4 parties égales et marquer par des épingles. Puis, on va diviser le dos en tissu extérieur en 4 parties égales et on va marquer également par des épingles. Ensuite, on va aligner endroit contre endroit le haut du panneau jupe dos avec le bas du buste dos. On va faire correspondre les épingles que l'on va repositionner à travers les épaisseurs. Pour former les fronces, on va tirer sur les fils de canette des fils de fronce ou sur les 2 fils d'aiguille si on a piqué un surjet 4 fils à la surjeteuse. Et on va donc tirer pour faire des fronces jusqu'à ce que la jupe dos soit de même largeur que le buste dos. Lorsque c'est le cas, on enroulera en 8 les fils autour des épingles aux extrémités pour les tenir en place, ce qui va nous permettre de répartir les fronces avec le bout des doigts.
Ensuite, on va piquer à 7 mm en prenant la doublure dans la piqûre. Ça y est, c'est piqué. On va ouvrir les coutures au fer. En option, on peut enlever les fils de fronce avec un découvite. Enfin, on peut rabattre la jupe, endroit visible. On va répéter avec le devant. On va froncer la jupe devant et l'assembler au buste devant en répétant toutes les opérations. De mon côté, je l'ai déjà monté. Et voici le résultat sur la version tissée et sur la version maille. On va maintenant fermer les côtés du vêtement ainsi que les dessous de manches. Cette étape est valable pour toutes les versions, robe, blouse, manches longues ou manches courtes, mais elle diffère si on utilise une matière tissée ou une maille. Concernant les versions en maille, les coutures anglaises ne sont pas faisables car vous auriez alors trop d'épaisseur, surtout au niveau du bas de l'emmanchure ici. Donc, on va procéder par un assemblage en couture simple. C'est aussi en fait valable pour des tissés un peu épais, car au niveau de l'emmanchure, les coutures anglaises sont limite gênantes pour des tissus qui sont moyennement épais. On préférera donc plutôt des coutures simples. Alors je vous montre, endroit contre endroit, on va aligner simplement les coutures côté ensemble et les dessous de manches ensemble. Ici je vous montre sur la robe manche longue, on va bien ouvrir les marges de couture du bas de l'emmanchure et de la jupe et on va épingler soigneusement. Puis, on piquera au point droit ou au point stretch en une seule couture, le dessous de manche, puis des coutures côté à 12 mm. Voilà, on a piqué. On peut maintenant réduire les marges de couture à 7 mm en coupant le long des lisières. Donc en fait, cela signifie qu'on va enlever environ 5 mm tout le long. C'était les 5 mm de plus pour faire les coutures anglaises que nous ne faisons pas en maille. Et on va donc surfiler ou surjeter les lisières ensemble. Une fois que c'est fait, on va répéter sur le côté opposé en symétrie. Voici le résultat de la version en maille avec des coutures simples, surjetées ou surfilées. Pour les tissés fins, on va pouvoir faire des coutures anglaises. Il est à noter, comme je l'ai dit précédemment, que pour des versions tissées dans une matière pas vraiment fine, de type flanelle ou velours milleret, je ne recommande pas les coutures anglaises qui seraient trop épaisses et gêneraient même au niveau de l'emmanchure. Je vous invite alors plutôt à regarder l'étape fermeture pour les mailles. Mais revenons ici sur notre blouse en chambray. C'est une matière bien fine et donc on va y faire des coutures anglaises. Je vais vous montrer comment fermer les côtés et les dessous de manches, qu'elles soient longues ou courtes. Envers contre envers, on va placer le devant contre le dos. On va aligner les coutures côté et dans le même temps, on va aligner les dessous de manches. Il faut bien mettre à plat et donc ouvrir les marges de couture au niveau du bas des emmanchures et au niveau de la couture de la jupe. Je vous montre ici sur la version manche courte, mais ce serait exactement pareil sur la version manche longue. On va épingler et ensuite on piquera au point droit en une seule couture le dessous de manche, puis les coutures côté à 5 mm. Ça y est, c'est piqué. Je vais réduire la marge de couture maintenant à 3 à 4 mm. Puis, je vais retourner le travail endroit contre endroit. Je vais marquer au fer les coutures côté et les dessous de manche. Cela se ferait exactement de la même façon pour la manche longue ou la manche courte.
Je vais ensuite épingler et piquer de nouveau au point droit en une seule couture, le dessous de manche puis les coutures côté, cette fois-ci à 7 mm. Les lisières et donc les marges de couture sont enfermées entre les épaisseurs pour obtenir vraiment une finition soignée. On piquera et ensuite on répétera sur l'autre manche en symétrie. Alors, je voudrais faire quand même une petite précision pour les manches longues. Vraiment, il faut faire attention à ne pas repasser au niveau de la bande à smoke qui est en matière polyester et qui serait endommagée par la chaleur du fer. Donc, on passe à côté. Ça y est, c'est piqué. Je vous montre le résultat. Ma blouse est montée en manches courtes. Mais je vous ai fait aussi une manche longue seule pour vous montrer le résultat de la couture anglaise tel qu'il serait sur une manche longue. Le résultat est identique. Alors, pour former des ourlets en maille, on va d'abord surfiler au point zigzag ou surjeter le bas des manches et le bas de la jupe. Pour le bas de manche, je recommande de mettre le pied presseur à l'intérieur de la manche pour plus de praticité lors de la piqûre. Ensuite, on va marquer les ourlets d'abord de 2,5 cm en bas de la jupe et on va épingler et repasser soigneusement dans cet ordre ou à l'inverse, on repasse et on épingle. Ensuite, on piquera l'ourlet au point stretch ou au point droit à 2,3-2,4 cm environ. Pour les bas de manche, on va former un rentré de 2 cm qu'on épingle et qu'on aura marqué au fer. Spécifiquement pour les manches longues, il faut bien faire attention au moment du repassage de ne pas repasser la bande de smoke, qui serait alors abîmée par la chaleur. On a donc marqué l'ourlet et épinglé. On va étirer le poignet froncé par la bande à smoke et on va bâtir l'ourlet comme je le fais ici, avec de grands points, tout en étirant le bas de la manche. Cela permet de tenir en place l'ourlet et d'enlever les épingles qui gênent lors de la piqûre finale. Je vais ensuite réaliser sur un poignet une piqûre à la main en point glissé. Je vous montre, je vais piquer dans le rentré, puis je vais piquer en face, dans les épaisseurs de la maille, sans traverser la matière. Ensuite, je vais décaler mon point dans l'ourlet et ainsi de suite. J'obtiens une piqûre qui est quasi invisible. Je vous montre le résultat d'un poignet dont l'ourlet a été piqué avec des points glissés à la main et l'autre poignet que j'ai piqué au point droit à la machine. Le point stretch n'est pas utile car le poignet ne subira pas de tension supplémentaire à celle déjà créée par la bande à smoke. L'ourlet est ici plus visible, très propre, mais personnellement, je préfère l'ourlet piqué à la main qui est vraiment plus discret. Pour les versions en tissé comme ici la blouse en chambray, au niveau du bas de la robe ou de la blouse, on a formé en préambule au fer 2 rentrées, le premier de 5 mm et le second de 2 cm. On va épingler soigneusement ces ourlets. Cette phase est très importante en fait pour obtenir en fin d'ouvrage un bel ourlet qui ne gondole pas ou qui a été étiré pendant la couture. Le secret est un bon repassage puis un bon épinglage. Enfin, quand on a épinglé, on va piquer pour tenir les ourlets en place en bas de robe ou de blouse à la machine au point droit. Au niveau des bas de manches, on va reformer les ourlets préformés précédemment pour les manches longues ou pour les manches courtes. Au niveau du bas des manches courtes, on va piquer aussi à la machine. Pour les petites tailles en bébé, je conseille de piquer avec le pied presseur à l'intérieur du poignet, ainsi pour mieux maîtriser votre piqûre sans gêne.
On a vraiment peu de place et cette position du pied presseur permet de mieux travailler lors de la piqûre. L'aiguille progresse facilement. Pour les ourlets de bas de manche, il faut étirer les poignets qui sont resserrés par l'élastique à smoke. C'est ainsi qu'on pourra coudre la piqûre d'ourlet. Et il faut épingler très soigneusement en étirant. Ensuite, on va faire une piqûre de bâti avant de piquer à la machine, ou mieux, de piquer l'ourlet à la main avec des points glissés. C'est d'ailleurs vraiment ce que je recommande. Je vous montre d'abord comment bâtir. Voilà, on étire avec la main et on bâtit avec de grands points juste pour maintenir en place, sans devoir garder les épingles qui vont nous gêner. Pour les petites tailles, le poignet est plutôt difficile à ourler car la largeur des poignets est plutôt petite. Si vous choisissez de coudre au final l'ourlet à la machine, il faut bâtir évidemment d'abord, puis il faut alors placer plutôt le pied presseur de votre machine à coudre à l'intérieur du poignet et de coudre en étirant au fur et à mesure. Voici le résultat des ourlets piqués. Sur la version en tissé avec un ourlet manche courte, mais aussi sur la version manche longue. Pour toutes les versions, on va terminer en marquant l'emplacement des boutonnières sur le panneau devant. Alors, nos boutonnières seront toutes verticales et on va indiquer la marque avec un stylo textile qui s'efface à la chaleur. Ensuite, on va broder les boutonnières. Alors ça, vous le faites en fonction de votre programme de machine, bien sûr, parce que les boutonnières à la main, c'est quand même très galère à faire. Alors voilà, on a brodé les boutonnières et on va maintenant les ouvrir avec un découvite ou alors des petits ciseaux avec des pointes très fines. Je vais maintenant vous montrer comment marquer l'emplacement exact des boutons après avoir ouvert les boutonnières. Alors le mieux, c'est vraiment de passer avec votre stylo textile à travers la boutonnière au centre et de marquer le repère comme ceci. Enfin, on va coudre les boutons en vis-à-vis sur la soupapte de boutonnage. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite astuce pour maintenir vos boutons en place au moment de les coudre. Personnellement, j'utilise un bâton ou un stylo de colle textile. Alors oui, celui-ci, je crois, il vient de chez Prime. J'en mets juste un peu au niveau de l'emplacement du bouton et j'applique mon bouton bien droit avant de le coudre. Vous avez vu, c'est magique, tout tient. C'est surtout pratique si, comme moi, vous cousez vos boutons à la machine avec le programme Couture des boutons. Eh bien bravo, vos palermes sont terminés. Voici terminées les versions robe en maille manche longue et la version tissée en manche courte. J'espère vraiment que ce tuto vous a été utile et je vous invite à télécharger depuis le site, dont le lien s'affiche ici, nos fiches pratiques du modèle Palerme pour pouvoir noter tous les détails et les commentaires de chacune de vos réalisations. Vous pouvez l'imprimer en français, mais la fiche existe aussi en anglais. Et ça vous permet de noter vos options et vos réglages faits, vos remarques également. Et c'est vraiment un outil très utile pour celles qui aiment organiser leur projet couture. À très bientôt et bonne couture!